Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous pour ce premier webinaire sur l'aménagement des sentiers équestres au Québec. Donc ce soir, on accueille avec nous Nathalie Beaulieu, qui est entraîneur en équitation de plein air et aussi spécialiste dans le développement des sentiers ici au Québec. Elle travaille notamment pour le développement du sentier transcanadien. Donc Nathalie, bonsoir. Bonsoir. On va pouvoir commencer le webinaire. On partage l'écran. Et la parole est à toi, Nathalie. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous profitez de notre merveilleux printemps un petit peu étrange. Donc, j'ai coordonné le développement du guide d'aménagement des sentiers équestres il y a en 2018, je crois qu'on a travaillé là-dessus, peut-être même 2017. C'était un document qui était assez long à préparer. Donc, le but de ce soir, c'est qu'on va faire le tour ensemble et voir le contenu, voir son utilité. Donc, ben, on va partir ça maintenant. On peut changer, Perrine. Donc, notre soirée va être assez simple. On commence, bon, la petite introduction, pourquoi qu'on a fait ce guide-là, les caractéristiques, planification d'un tracé d'un réseau de sentiers, planification de l'aménagement, l'aménagement des sentiers, la signalisation et le balisage, l'entretien, la sécurité des usagers et le survol des annexes. Bon, je ne rentrerai pas en détail dans tous les points. Tu sais, si on parle de signalisation, balisage, je ne ferai pas le tour de tous les balises et tous les panneaux de signalisation qui sont possibles, mais le but, c'est vraiment d'explorer le guide. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc, pourquoi ce guide? C'est toujours une bonne question. Hein? Pourquoi qu'on a fait ça? Puis, ça sert à quoi? L'idée du guide vient d'un document, un vieux document vidéo, une cassette vidéo que Cheval Québec avait. Ça s'appelait les normes d'aménagement des sentiers équestres, qui avait été fait dans les années 80. Donc, c'était un outil qui était super utile, mais vous comprenez que les années 80, comparé aux années 2000, il y a eu beaucoup d'évolutions, entre autres, point de vue de l'environnement. Je vous donne un simple exemple, là, que si on avait un terrain un peu marécageux à passer, dans les années 80, on reculait un camion, on mettait des billots dedans, puis on passait, on se préoccupait beaucoup moins de l'environnement. Donc, c'était un petit peu différent. Donc, c'est un outil qui était nécessaire pour aider les gestionnaires de sentiers. Il y en a sûrement plusieurs entre vous. Et ça nous permettait, à partir du guide d'aménagement, d'avoir un réseau qui va être plus uniforme. Donc, c'est un avantage pour ceux qui s'occupent des réseaux de sentiers, mais aussi pour les utilisateurs. Donc, ça nous permet de développer un réseau provincial. Donc, à ce moment-là, le cavalier qui se déplace va savoir un petit peu plus à quoi s'attendre. Donc, les démarches, comment on a fait ça, ce beau guide-là? Vous voyez mon nom. Donc, c'est vraiment coordonnateur. Hein, ça ne vient pas tout de ma tête. Il y a beaucoup trop de choses là-dedans là, pour que ça vienne tout de moi. Donc, collaboration avec Horizon Multiressources. Horizon Multiressources, c'est une firme qui s'occupe, qui sont basées à La Chute, qui ont déjà travaillé en développement de sentiers équestres, mais ils travaillent en développement de forêts privées, développement de réseaux de sentiers. Et ça nous a permis de travailler avec des biologistes, des aménagistes. Et on les a rencontrés parce qu'on a fait une demande, on est allé vers des soumissions, puis on a rencontré les organismes. C'est eux qui nous ont aidés le plus. Mais de la démarche pour monter le guide, finalement, on a commencé par regarder qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Donc, dans le milieu équestre, qu'est-ce qui se faisait? Au Canada, il y avait rien de précis, quelques brides ici et là, peut-être en Colombie-Britannique, peu de choses en Europe. En Europe, c'est beaucoup plus, tous les terres agricoles sont des chemins publics, donc c'est beaucoup plus facile. Aux États-Unis, le ministère de l'Agriculture, USDA, département d'agriculture des États-Unis, ont un super guide d'aménagement des sentiers. Donc, on s'en est inspiré. On est allé aussi voir vers d'autres disciplines. Motoneige, VTT, vélo, marche. On a contacté Parc Canada, Sentier transcanadien, ministère du Transport,
commission, le CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole. Donc, tout ce monde-là ont accepté, nous ont aidés pour travailler, faire avancer les choses, là. Et c'est intéressant de travailler avec d'autres disciplines parce qu'on sait que motoneige, VTT, même si on ne les aime pas toujours, là, ils sont très développés dans le niveau de leur réseau de sentiers. Vélo, marche aussi. Donc, c'était intéressant. Fait que c'était notre démarche ça a pris plusieurs mois pour arriver à notre guide complet. On continue. Donc, avant qu'on passe au travers du guide, je veux vous dire comment on peut l'utiliser parce que c'est pas un livre qu'on va utiliser en lecture de chevet. Mais si ça vous tente, c'est libre à vous, là, mais on peut l'utiliser en partie, on peut l'utiliser comme référence et développer des sentiers, vous le savez, là, ceux qui en font déjà, c'est du cas par cas. Hein. Il y a des situations qu'on va arriver que c'est ce qui est écrit dans le guide, ça va être applicable. Puis il y a des situations, on veut faire un sentier, il y a une grosse roche, on n'aura peut-être pas notre largeur, ou il y a un arbre magnifique qu'on ne veut pas couper. Donc, on va adapter tout simplement. Donc, où un propriétaire terrien ne veut pas tel ou tel travaux, bien, on s'adapte, là. Fait que c'est pour ça qu'on dit en partie. Si vous avez besoin de renseignements pour de la signalisation, si vous avez besoin de renseignements sur c'est quoi les étapes si je veux bâtir un réseau de sentiers, c'est là-dedans. Vous faites des nouveaux travaux. Donc, peut-être que dans votre club EQS, vous avez toujours travaillé d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a des nouvelles idées qui pourraient vous aider. Et, fait que c'est vraiment, là, vous l'utilisez selon le besoin en tout ou en partie. Donc, libre à vous. Donc, le guide, vous pouvez le retrouver sur le site de Cheval Québec, donc gratuitement. Donc, sous l'onglet Randonnée, sous l'onglet Aménagement de sentiers équestres. Il y a une courte présentation et vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, c'est un outil pratique. Il y a possibilité de l'avoir une version imprimée. On peut le commander là, pour avoir le fichier. Est-ce que c'est encore, je ne sais pas si c'est encore possible, hein? Parce que c'est un gros document. On n'en a plus en Il n'y en a plus, hein? OK. C'était une autre époque. Ce qu'on pourrait refaire, mais je ne m'avancerai pas là ce soir. Non, c'est ça, exact. Donc, c'est plus facile à ce moment-là. Effectivement, on peut le télécharger, puis on peut s'en servir. Puis, c'est à vous, à ce moment-là, d'imprimer les sections que vous avez besoin. C'est plus simple de cette façon-là. Parfait. On continue. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, le contenu du guide. Donc, il y a une première partie sur les caractéristiques d'un sentier. Les caractéristiques d'un sentier, on va parler dans cette section-là de largeur, de la pente, de hauteur de dégagement. On parle en général, si on regarde les petits dessins qui sont faits, on parle d'aire de marche et de largeur totale du sentier. L'aire de marche, c'est l'endroit où on se déplace avec les chevaux. Si on regarde l'image qui est à gauche, on dit qu'à la selle, l'aire de marche pourrait être 1 mètre, de 1 à 3 mètres. 1 mètre, là, il ne faut pas que vous ayez un belge, puis vous avez trop des gros mollets, parce que vous dépassez votre aire de marche. Mais la différence entre l'aire de marche et l'aire totale, c'est le dégagement qu'on va faire autour. Donc, on peut avoir un sentier qui est étroit et qu'on a dégagé un peu plus. Donc, ça laisse la place à des sentiers qui sont un peu plus sauvages comparés à des sentiers qui sont beaucoup plus larges. Là, et la même chose à l'attelage. Là, vous voyez l'image qui est montrée, c'est un exemple. 6 mètres de large, 6 mètres de large à l'attelage. Là, on peut croiser. Là, c'est large. Fait qu'on met les caractéristiques là, comme telles. Et multifonctionnel, il y a quelques détails, très peu, parce que tout dépend de qui sera les autres usagers. Là, sur le dessin qu'on voit à droite, c'est de la randonnée pédestre. Donc, bon, on a mis 7 mètres pour que tout le monde ait suffisamment d'espace. Attelage et quelqu'un qui marche à pied. Si c'est des VTT, ce sera différent. Donc, on s'adapte à ce moment-là. Donc, si, je regarde, j'ai pris des petites notes là.
Au niveau des pentes, on parle, si rentrer un petit peu plus de détails, une pente, on a évalué qu'une pente jusqu'à 20 pouvait être acceptable, mais en moyenne sur le sentier, ce ne sera pas juste la côte. Hein, on parle d'une moyenne de 10 et le 20 ce n'est pas plus que 30 mètres. Donc, c'est pour donner une chance. Puis à l'attelage, ben, on va un petit peu moins. Ça dépend. Puis ça, c'est toujours du cas par cas aussi, votre façon de monter à cheval. L'important, on va le voir beaucoup avec la partie signalisation. L'important, c'est que ce soit bien indiqué dès le départ que les cavaliers ou les meneurs sachent à quoi s'attendre. On peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est beau les caractéristiques du sentier. Il faut planifier notre développement. Donc, si on veut développer un réseau de sentiers équestres, il faut avoir en tête qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on a expliqué un petit peu quel type de sentier. Puis, si vous êtes un usager ou un gestionnaire, vous voyez tout de suite l'intérêt de faire tel ou tel type. Donc, un sentier linéaire, donc la petite image qui est en haut à droite, donc qui va aller du point A au point B. Cette image-là montre en même temps un sentier périphérique. Le sentier périphérique, c'est le 2, supposons. Donc, celui-là va nous permettre d'aller voir un point spécifique ou d'éviter une zone. On peut avoir un sentier périphérique pour éviter une ville ou à l'inverse pour aller voir quelque chose d'intéressant. Donc, sentier linéaire intéressant qu'on dit, mais c'est toujours du point de vue que si on part d'un endroit, il faut faire des allers-retours. C'est pour ça que souvent, si on regarde la deuxième image, on va développer un sentier en boucle. Ici, on a des boucles simples. Donc, ce qui permet de partir, si on veut faire un grand tour, on peut faire les 3 boucles ou selon ce qu'on veut faire cette journée-là. Donc, il y a un intérêt pour les cavaliers. Souvent, les boucles vont se partir à partir d'une écurie ou d'un lieu d'accueil. Donc, à ce moment-là, c'est des possibilités aussi. Le dessin qui est en bas à gauche, on a des boucles satellites. Donc, ça veut dire qu'on a un grand circuit. Supposons que le sentier numéro 1 serait le sentier principal. Et ça permet aux cavaliers de décider de la longueur de son parcours. Puis n'importe quand en cours de route qui a besoin qui veut faire moins long ou plus long, il peut s'adapter. Et les petites boucles en périphérie pourraient être pour aller rejoindre des écuries. Donc, un petit circuit un petit peu plus local qui va rejoindre telle ou telle écurie. Et les boucles contiguës, qui est l'image de droite en bas. Des boucles qui sont emboîtées une dans l'autre finalement. Donc, qui permettent des options de faire plus ou moins long ou de changer un petit peu le décor aussi. Donc, tout ça dépend de votre terrain. Dépend aussi, il faut penser à l'entretien quand on est en développement. Quand on fait la planification, est-ce que je fais un sentier juste pour l'été? Est-ce que je fais un sentier pour 4 saisons? Est-ce que je le fais seulement à la selle ou à l'attelage? Combien j'ai de propriétaires à aller, combien de portes que j'ai à cogner? Donc, un sentier linéaire, je vais probablement avoir beaucoup plus de propriétaires à aller chercher que mes boucles simples qui pourraient être autour d'une écurie, d'un terrain. Donc, ça permet de développer. Puis tout ça, il faut l'avoir en tête en commençant. Mais des fois, ça se dessine, là, ça se concrétise un petit peu plus en cours de route quand on commence à regarder le terrain puis à aller visiter. On continue. Donc, à ce moment-là, on a une petite idée de ce qu'on voudrait faire, notre projet, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, il faut faire la planification de notre tracé. Donc, le projet et les besoins. Il faut planifier notre projet. La carte qu'on voit à droite, c'est des endroits où on pourrait avoir des endroits qu'on a vérifiés, qu'on sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas, il y en a qui veulent. Donc, ça va influencer. Donc, il faut connaître notre territoire. Donc, au niveau du terrain, est-ce qu'il y a des cours d'eau? Est-ce qu'il y a des zones inondables? Ça peut beaucoup influencer. Est-ce qu'il y a des caps de roche? De la terre noire qui ne sera pas praticable. Donc, est-ce que, où je fais passer mon réseau équestre, je vais essayer d'aller rejoindre le plus d'écuries possible, le plus de gens possible.
parce que c'est ce qui va rendre mon sentier intéressant et qui va être le plus utilisé. La carte qui est à droite, on voit qu'il y a eu beaucoup de noms, hein, des gens qui n'étaient pas intéressés. Mais ça influence. Si on regarde les carreaux noirs, ces gens-là n'ont pas été contactés. Donc, à ce moment-là, je pourrais passer par ces endroits-là. Donc, ça va influencer mon parcours parce que, puis souvent, quand on va chronologie des étapes de planification, quand on va à l'étape des propriétaires, aller cogner aux portes, souvent, on va y aller avec les gens qu'on connaît le plus, qu'on a plus de chances que ça fonctionne. Donc, graduellement, puis les influenceurs du milieu, c'est un peu, c'est moi la mode, influenceurs, là. Mais on le sait qu'il y en a qui sont plus appréciés dans le voisinage que d'autres et que si lui dit oui, on a plus de chances qu'il y en ait d'autres qui disent oui. Donc, à partir de tout ça, on avait établi notre secteur visé, on a fait un tracé. Moi, j'aimerais ça passer là. C'est bien beau. On est allé voir les propriétaires. Oups, on a eu des petits changements. On a validé notre tracé avec les oui qu'on a eus. Et là, on va chercher les autorisations. Donc, on fait attention. Il y a déjà des gens qui ont fait ça, hein, qui sont allés voir, surtout à cheval, faites pas ça. Allez voir avant sur le terrain à cheval, voir si c'est beau pour développer un sentier équestre. Et là, quand on croise le propriétaire, puis on lui explique la situation, c'est souvent un non catégorique en partant. Donc, il faut faire l'inverse. Il faut aller discuter. Puis quand on va discuter avec les propriétaires, bien, je ne sais pas s'il y en a dans le groupe qui ont déjà pris des cours de communication, là, on se met à la même hauteur. Donc, assis sur votre cheval, ce n'est pas une bonne position pour discuter avec quelqu'un. On y va à pied, en auto. Donc, on prend rendez-vous si possible. Donc, puis surtout si on a beaucoup de territoires agricoles où on passe, hein, fait que là, il faut tout planifier. Moi, j'en ai à aller voir, là, je me dis, OK, là, c'est le temps des sucres, c'était pas le temps. On est entre le temps des sucres, oh, il fait beau, les agriculteurs sont en train d'aller au champ. Il faudrait que je me dépêche dans cette période-là. Une fois que les champs vont être semés, là, ça va être un petit peu plus calme, mais là, il va falloir se dépêcher avant les foins. Dans le temps des foins, n'allez pas cogner aux portes, il n'y a pas personne qui est là, les agriculteurs. Même vous êtes supposé être en train de rentrer votre foin. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment choisir les périodes. À partir de tout ça, on va pouvoir faire un plan d'aménagement. On a trouvé où on allait passer. Maintenant, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, il faut planifier l'aménagement. C'est beau, le propriétaire nous a dit qu'on peut passer. Il faut estimer les coûts et le temps aussi. Et là, on part avec ces beaux projets-là, souvent avec un groupe d'amis ou les gens du club équestre. Puis vous le savez, si vous êtes gestionnaire d'un club équestre, que c'est souvent les mêmes personnes qui font les travaux. Donc, il faut se trouver des gens. Donc, il faut trouver le budget d'aménagement. Puis pour ça, il faut aller voir qui va pouvoir faire, si on a un pont à faire, si on a des ponceaux à faire, on a des arbres à couper. Souvent, on essaie de passer quand c'est des droits de passage déjà dans des sentiers qui existent. Des fois, ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, il faut estimer tout ça. Ça va nous prendre combien de temps? Ça va faire un échéancier. Moi, j'aimerais ça que le sentier soit prêt ou telle section de sentier soit prêt pour telle date. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Donc, il faut planifier les travaux, calendrier des travaux. Puis, vous le savez tous qu'on est au Québec. On a une météo et des saisons très variables. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Donc, souvent, on va faire des planifications à l'automne. On vérifie les sentiers. On s'organise durant l'hiver, mais on ne peut pas faire rien l'hiver. Fait que, puis là, tu vois, si on regarderait dans ce temps-ci, là, on ne peut pas aller travailler dans les sentiers encore beaucoup. Certains ont la chance, là, ceux qui sont plus dans le sable, c'est possible. Mais la plupart des gens, là, on ne peut pas encore faire des gros travaux. L'équipe de travail, il faut penser sécurité des travailleurs. Fait que ça, ceux qui sont dans les clubs équestres, vous l'avez déjà vu, là, il y a plein de monde qui peut arriver, je vais vous aider, je vais vous aider. N'oubliez pas que certains travaux, on va travailler avec des scies mécaniques, on va travailler avec des outils. Donc, il faut faire attention là, que ça reste sécuritaire, toutes ces belles choses-là. Donc, puis coordination, si on a besoin des entrepreneurs, là, il y a une partie que c'est des bénévoles qui vont faire. Quand est-ce qu'on fait venir la pelle mécanique qu'elle, on a payé? Quand est-ce qu'on fait venir les camions, qu'on achète l'équipement? Fait que tout ça, il faut organiser tout ça. Fait qu'on peut continuer. Ah, déjà, ça va vite.
Déjà, aménagement. Je réponds, je ne rentre pas, comme vous voyez, je ne rentre pas en détail de tout ce qu'on peut faire. La planification, ben, c'est plus facile à expliquer. L'aménagement, au niveau de l'aménagement, je vais peut-être regarder un petit peu plus en détail avec vous. Il faut faire la préparation du terrain. Donc, il faut aller, comme je disais, des fois, on a un sentier qui existe déjà, on veut l'élargir. Avant de commencer dans le déboisement, on a probablement des normes à respecter et des vérifications à faire. Tantôt, je parlais que dans les années 80, si on avait un ruisseau à passer, que ce n'était pas tellement compliqué, qu'on passait, on l'enterrait finalement, puis on pouvait passer. Les choses ont beaucoup changé. Donc, il faut vérifier avec le ministère des Forêts, Fonds et des Parcs. Il faut vérifier avec les municipalités. La CPTAQ. La CPTAQ, s'occupe du territoire agricole. Donc, un agriculteur ne peut pas faire tout ce qu'il veut sur son terrain. Donc, passer un sentier équestre, avoir un relais avec du chauffage, ce n'est pas permis au niveau d'une terre agricole. Donc, ça prend des autorisations. Ces autorisations, c'est de la paperasse à remplir. Et quand on a le go, on peut faire avancer les choses. Donc, la même chose au niveau des normes d'environnement. On veut faire un pont. On a une rivière à traverser, un ruisseau. Un ruisseau, c'est un peu moins problématique. Mais si on avait une rivière à traverser, il faut penser. Est-ce que je pourrais faire un passage à gué? Donc, ça prend des autorisations aussi, passer dans la rivière. Donc, on fait attention. L'image, c'est le début du déboisement d'une piste cyclable. Donc, on voit là, que, puis là encore, là, c'est beau, ils vont mettre un revêtement, mais au niveau des chevaux, on essaie, est-ce que c'est les voitures? Quand j'ai du déboisement à faire, j'ai probablement des souches à mettre. Il y a certains sentiers qu'on ne remettra pas un revêtement par-dessus. Et il y a d'autres qu'on va pouvoir se le permettre, et financier, et au niveau de l'accessibilité aussi. Si vous faites des sentiers d'1 mètre de large, 1,50 m de large, des sentiers plutôt sauvages, bien, c'est pas sûr que vous allez être capable d'aller avec de la machinerie, porter du sable et puis porter du 0,3 ou de la poussière de pierre. Donc, tout ça, c'est à réfléchir dans des zones un petit peu plus éloignées. On va travailler, on va y aller à pied, on va y aller en 4 roues, puis on va travailler avec des outils plus manuels. On continue. Donc, dans le guide, vous allez trouver des façons de faire. Est-ce que ça s'applique chez vous ou pas? Ce sera à vous de regarder. Donc, si on regarde là, ces deux images-là, c'est des exemples, l'aménagement de l'aire de marche. Moi, je veux que mon sentier reste sec le plus possible. Puis là, il faut que je pense à l'achalandage et déjà au type de terrain que j'ai. Est-ce que chez moi, c'est de la glaise, c'est de la terre noire? Est-ce que c'est du sable? Donc, tout ça va influencer ce que je vais avoir à faire comme travail sur mon sentier. Donc, l'aménagement de l'aire de marche, bien, je l'ai déboisé, j'ai coupé les branches de chaque côté. Est-ce que je vais avoir beaucoup de circulation dans mon sentier? C'est une chose à penser. Des fois, on va faire des petits bouts de sentier qui vont permettre à une écurie d'aller rejoindre le sentier principal. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais si j'ai mon sentier principal qui, lui, il passe 25, 30, 40 cavaliers par fin de semaine, bien, cette surface-là va être beaucoup plus sollicitée. Il va falloir prévoir. Donc, deux exemples ici. On a celle de gauche, on a mis un fossé de chaque côté. Donc, la surface est un peu arrondie, ce qui permet un dégouttement de chaque côté. Donc, c'est facilitant. Est-ce que c'est toujours possible? Comme je vous dis, c'est du cas par cas. Des fois, on ne peut pas le faire. L'autre, on a fait une petite pente avec juste un fossé. Donc, à ce moment-là, ça ne paraît pas quand on est à cheval, là, un 5 cm de plus haut d'un côté que de l'autre. Et ça peut faire une différence. Et ça va être ajusté tout au cours de l'utilisation des sentiers. Parce que, justement, avec l'érosion, ça fait travailler le terrain. Puis la première année, bien, on a l'utilisation, puis on a les intempéries. Donc, ça veut dire la pluie, la neige va influencer notre terrain. Fait qu'à tous les ans, ceux qui ont des clubs équestres, vous le savez, là, vous êtes dans les travaux du printemps probablement. C'est probablement qu'il y en a qui en ont déjà fait. Donc, il faut réaménager, il faut retravailler les surfaces pour la prochaine saison. Donc, on continue.
Donc, d'autres possibilités. Ici, au niveau des fossés, on donne des indices d'auteur. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est à vous de voir. Moi, si c'est écrit dans le livre, c'est un guide d'aménagement. Ce n'est pas des normes, ce n'est pas des obligations. C'est écrit un fossé de 35 cm, c'est une bonne idée. Si à 30 cm, il y a une roche, à 30 cm, il y a un cap de roche, puis c'est tout. Donc, on fait avec, mais ça donne des façons de travailler, des bonnes idées. Ça a été monté avec des aménagistes, des spécialistes, et que ce soit des sentiers de 3 mètres de large ou que des petits sentiers d'1 mètre, on peut travailler les choses pour que ça devienne agréable. La même chose là, au niveau de l'installation des ponceaux de drainage. Donc, il faut prévoir les coups d'eau. Stabilité au niveau des fossés. Les coups d'eau, là, on parle du printemps, de la fonte des neiges, c'est sûr, mais des gros orages qui arriveraient au mois d'août, fin de l'été, qu'il y a tout d'un coup que l'eau monte. Là. Donc, il faut que ce soit stable. Stable et aussi, là, on parle de piétinement, donc il faut qu'on ait une bonne couche qui recouvre le ponceau de drainage. Ouvrage je regarde là, ce qui est écrit, stabilité des fossés, ouvrage de dérivation de l'eau et de ruissellement. Donc, ça veut dire que son accumulation d'eau à un certain endroit, est-ce que je peux m'arranger pour que cette eau-là coule un peu plus loin dans la forêt, qu'elle ne coule pas dans mon sentier? Ponceau de drainage, une kelvette, comme on dit. Donc, ça, c'est plus simple, on le figure déjà. Et des bassins de sédimentation. Donc, c'est des endroits, des aires qu'on va dévier l'eau qui va permettre doucement au ruissellement de rentrer dans le sol plutôt que de passer par le sentier. On continue. Donc, si on va avoir sûrement dans nos sentiers un traverse de cours d'eau, tantôt j'ai dit le mot rivière, ruisseau, ça peut être juste une zone qui a le terrain beaucoup plus mou. Il y a des façons de faire aussi. Il y a plusieurs exemples de ponts ou de ponceaux dans le guide. Donc, on a 2 exemples ici. Comment installer justement un ponceau pour qu'il soit stable? Quelle quantité, quelle devrait être la grosseur de mon ponceau par rapport au débit d'eau? Donc, il ne devrait jamais se remplir au complet. Il faut toujours qu'il y ait un jeu là, qui est important pour ne pas être que l'eau passe par-dessus le ponceau puis partir avec notre remblai tout le tour. Les bassins de sédimentation, on la voit sur l'image de gauche, les bassins qui sont de chaque côté. Donc, pour éviter que notre eau s'accumule au niveau de notre passage. Donc, de chaque côté, on a fait des bassins. Donc, encore là, ça dépend de votre type de sol. C'est sûr qu'avant de travailler là-dedans, on fait attention à l'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement, ministère de l'Environnement qu'on l'appelle communément. Là. Et choix des structures appropriées. Les choix des structures vont dépendre souvent de ce qu'on va trouver, hein, parce que des fois, on a financièrement les moyens, les clubs peuvent, des fois les clubs réussissent à se faire commanditer du matériel. Donc, il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Cette année, les ponts en bois vont être plus rares à faire. Donc, choix du meilleur emplacement, choix de la période des travaux, la même chose. On ne va pas faire un pont au printemps. Au printemps, on va aller évaluer la situation au moment où l'eau est le plus élevée pour savoir comment s'organiser. Puis, on va travailler quand l'eau va être plus basse. On continue. La même chose au niveau des pentes. Comment gérer une pente pour qu'elle continue à être agréable au cours des années. Donc, notre aire de marche, on veut qu'elle reste stable et solide, même en terrain escarpé. Donc, est-ce qu'on on se retrouve dans notre développement et on a une grosse pente? Est-ce que je fais un sentier de contournement? Est-ce que la largeur de mon sentier va jouer? Est-ce que je monte ma pente en serpentine? Ça veut dire pas en ligne droite, mais je vais faire des S du côté de ma pente pour monter. On voit en haut une façon de travailler dans une pente. On est dans le devers de la pente, ça veut dire dans le descendant en bon québécois. Donc, on a aménagé la pente en plateau. Donc, pour que l'eau s'égoutte et pour qu'on ait une pente stable. L'image du bas va montrer qu'on va travailler justement, on ne la montera pas en direct, on va monter
avec des virages, mais on a stabilisé la barre de la pente avec des roches. C'est des exemples encore là, puis je le répète souvent, s'il n'y en a pas de roches proches, on travaille avec ce qu'on a le plus possible. On continue. Traverse de route. Et ça, c'est l'image qu'on va voir ici. C'est une suggestion. J'en ai jamais vu nulle part. La suggestion est très bonne. Et puis même, je regardais le dessin là, ce matin pour m'en mettre encore plus dedans. Puis je trouve que c'est pas beaucoup dégagé. Il y a beaucoup d'arbres de chaque côté. Pour une traverse de route, c'est pas aussi simple qu'on voudrait. Si, vous savez probablement au niveau du code de sécurité routière que les chevaux ont le droit d'être sur la voie publique, sauf dans les endroits des zones contrôlées comme les autoroutes et les entrées d'autoroutes, ou les endroits que les municipalités ont mis des règlements municipaux qui l'interdisent. Pour traverser une route, vous devez avoir, si c'est un sentier organisé, l'autorisation d'une municipalité parce qu'on crée un achalandage à un endroit précis. Et si vous avez des demandes à faire au ministère du Transport, c'est la municipalité qui va les faire au ministère du Transport. Donc, c'est elle qui va présenter le document, qui va dire, nous, on veut passer à telle hauteur. Le ministère du Transport va évaluer si c'est une route numérotée. Est-ce que ça va être suffisamment visible? Est-ce que c'est sécuritaire de passer là? Qu'est-ce que ça va, c'est quoi les risques? Et à ce moment-là, ils vont mettre la signalisation en conséquence ou ils peuvent vous conseiller un autre endroit. On a des endroits qui vont même faire baisser la limite de vitesse. Des zones qui étaient à 90, vous savez bien que dans les zones de 90 km/h, que les gens peuvent aller un petit peu plus vite en baissant la vitesse à 70 km/h, ça va aider aussi. Donc, ce qui est intéressant dans cette façon d'aménager-là, selon le dessin, c'est qu'on va ralentir les cavaliers aussi. Donc, c'est important d'avoir une signalisation adéquate qui va aviser à l'avance qu'on a une route qui va passer. Et là, vous comprenez que à l'attelage, on ne veut pas une installation comme ça. Parce que ça fait toute une ruelle en U. On est en trek pour réussir à tourner, pour réussir à se placer. Donc, mais on veut quelque chose qui est dégagé au niveau, on parle ici, on a un dégagement de presque 10 mètres de large aux abords de la route. Ça, c'est super pratique parce que si on est plusieurs cavaliers, on peut se mettre un au côté de l'autre et traverser tous en même temps plutôt qu'à la file indienne, ce qui s'appelle traverser en fourragère. Et ça nous permet de voir plus loin et on est visible pour les automobilistes aussi. Donc, c'est important. On couvre des territoires qui ont souvent beaucoup de routes. Donc, on n'a pas le choix. Puis, informez-vous à votre municipalité. Il y a certaines municipalités qui ne veulent pas de chevaux. Puis, on a eu des problèmes là, quand il y a eu plusieurs fusions de municipalités. Je prends juste l'exemple de Trois-Rivières. Donc, en banlieue, là c'est la banlieue de Trois-Rivières, mais il y avait des petites municipalités autour qui avaient des chevaux. Les chevaux se promenaient dans les rues. Puis la ville n'a pas pensé à ça, donc le règlement municipal est devenu le même partout. C'est celui du centre-ville de Trois-Rivières. Pas de chevaux sur la route. Donc, ils ont dû négocier par secteur pour réussir à pouvoir. Tu sais, des fois, je sais qu'en Abitibi, qu'au Saguenay, c'est la même chose, que des fois, pour rejoindre un circuit de sentier, tu dois passer par la route, tu dois traverser la route. Fait qu'il peut y avoir des autorisations spécifiques. On continue. Donc, on a réussi à faire un beau sentier, c'est super le fun. Donc, tout ça, vous avez beaucoup plus de détails dans le guide là, que ce que je vous dis ce soir. Il faut prévoir, quand on monte un réseau de sentiers, des aires d'accueil et de services. Bon, le premier qui est écrit hébergement, pas nécessairement, mais si on prend un réseau local, même si vous n'accueillez pas de gens de l'extérieur, c'est intéressant d'avoir des haltes, des relais, une table à pique-nique, des attaches pour les chevaux. Si vous prévoyez des gens qui vont arriver avec leur remorque, ça va prendre un stationnement. Donc, on peut aller jusqu'au terrain de camping. On voit ici une halte là, qui était à Mekinac là, par le club équestre Pégase Sentier Équestre. Donc, c'est une des très belles. Hein. De chaque côté, on a des attaches pour les chevaux. Au centre, on avait la table à pique-nique.
Et puis, des poubelles qui étaient sur place avec les outils pour ramasser. Puis, donc, vraiment intéressant comme endroit. Les chevaux étaient à l'ombre, et puis les cavaliers. Et c'était, en plus, cette halte-là était placée tout près d'un restaurant. Il y avait une belle entente, fait que tu pouvais aller chercher ton lunch, puis arrêter là. Donc, puis ce qui est écrit, là, les aires d'accueil et de service, puis faites attention si vous prévoyez une zone de stationnement, que les gens peuvent y aller en toute saison, hein, à moins qu'il y ait des panneaux que ce soit fermé. Mais quand le terrain est mou, pour pas que personne reste pris non plus. Il faut que ce soit solide quand quelqu'un rentre avec une remorque puis un trailer. Sur ce qui est écrit service complémentaire au côté. Service complémentaire, c'est jusqu'où vous voulez aller finalement. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir. Est-ce que ça prend un guide? Il y a des endroits que c'est des zones qui ne sont pas nécessairement balisées. Vous êtes sur les terres de la couronne ou des choses comme ça. Est-ce que ça prend un guide pour vous aider? Est-ce que dans le secteur, il y a un accès à des vétérinaires, maréchaux ferrants? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir du foin, de l'eau? Est-ce qu'il y a des boutiques et caisses dans le coin? Est-ce qu'il y a un service de transport de bagages si vous avez un circuit qui est linéaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir avec vous, porter la remorque, puis votre pick-up, vous ramener aux chevaux, puis après vous partez? Puis un petit mot sur le petit dessin sur les poteaux d'attache. Moi, je me promène un petit peu là, avec la remorque puis le camion. Et puis des attaches, là, on voit n'importe quoi. Là, il y a des endroits qu'on se dit non, 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 on n'attache pas les chevaux là. Il faut que ce soit solide, sécuritaire. Pensez à la neige. Là, c'est écrit plus ou moins 1 mètre. Là. Moi, je ne trouve pas ça haut, 1 mètre. Là. Si vous avez un cheval qui fait 16 mains, là, 1 mètre, c'est pas haut. Rajoutez la moitié plein de neige en dessous. Là. Et il y a de quoi s'amuser là, amplement. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on continue. La signalisation et le balisage. Et ça, c'était une grosse partie du document à développer parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Puis si je vous dis qu'on s'est inspiré du guide qui était aux États-Unis, ben, les panneaux d'affichage aux États-Unis sont différents d'ici. On a travaillé beaucoup avec les ministères du Transport, ce qu'eux faisaient, puis avec Parc Canada. Donc, ministère du Transport, parce que on voulait que les panneaux, les gens les aient déjà vus à quelque part, qui ressemblent à quelque chose de connu. Fait qu'on n'est pas parti là, d'inventer des choses, quoiqu'on a inventé beaucoup de panneaux. Mais on s'est fié aux règles générales, là, panneaux, obligations, interdiction, notre cercle qui est barré, danger ou avertissement. Là, le panneau jaune, c'est un avertissement. Donc là, on a un sentier partagé, EQS et PDS. Et évacuation d'urgence, le panneau standard qu'on voit normalement. Donc, forme et couleur standard de ce que vous êtes habitué de voir. Donc, les catégories des dispositifs, la même chose qu'avec le ministère du Transport. Fait qu'on a des panneaux d'indication ou d'information, donc l'accueil, l'information de sentier, les urgences, dans ce secteur-là, si c'est le 911, intersection majeure, un petit peu comme les panneaux, ce qu'on voulait suggérer. Donc, au niveau des intersections, des flèches qui indiquent, et à ce moment-là, on pouvait coller les pictogrammes. Donc, le sentier bleu est un sentier de niveau de difficulté 3, ça se fait à l'attelage, il y a une table à pique-nique, puis il y a des toilettes. Et ce sentier-là est 2 km. Si vous avez besoin de toilettes et d'une table à pique-nique pour 2 km, mais ça ne me regarde pas. Donc, on aurait pu mettre 20 km au moins sur le panneau, mais c'est pas grave. Sentier jaune, donc on a le niveau de difficulté. On va aller voir les niveaux de difficulté un petit peu plus en détail tout à l'heure. Panneau de sentier fermé, ben, ça peut arriver, dans ce temps-ci, on en a, hein, des agriculteurs qui travaillent dans leur champ. Période de chasse, le panneau est fermé. Terrain qui est devenu trop mou.
ou une perte de droit de passage qu'on doit négocier, passer ailleurs. Donc, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Signalisation de danger. Ben ça, c'est assez simple. Hein, la signalisation de danger, il faut faire attention pour telle ou telle raison. Peut-être qu'il y a une pente, peut-être qu'il y a... Je ne le sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est les mêmes, même qu'en voiture. Prévenir l'usager d'une situation requérant une vigilance accrue. Attention, c'est un sentier, vous allez croiser un sentier de VTT. Donc, c'est un danger, il faut faire attention. Prescription, c'est un avertissement ou une obligation ou une interdiction pour les usagers. Donc, faut faire attention, c'est clair, une interdiction pour les usagers, ça veut dire on aurait une zone où c'est pas obligatoire, il ne faut pas galoper parce qu'on est en sentier partagé avec des piétons. Tiens, il y a des zones comme ça. Donc, c'est une prescription. Allure obligatoire, on marche seulement. Signalisation de travaux, pas besoin de rentrer dans les détails, c'est la même chose. On n'en a pas beaucoup, ça va être une signalisation temporaire qu'on va mettre pour indiquer aux gens que dans tel secteur, on est en train de couper des branches ou des fois, on ne met pas de panneau, on va juste aviser les gens sur les sites des clubs équestres, tout simplement. On peut continuer. Non, niveau de difficulté. Ce n'est pas encore beaucoup utilisé. C'est pas nécessairement facile à mettre hein, parce que je pourrais avoir un sentier de niveau 1. Mon sentier, c'est une loupe de 10 km. Moi, je le considère facile, mais aussitôt que je me retrouve avec une pente dedans, il tombe de niveau 2. Ce qu'on voulait faire en développant des niveaux de difficulté, c'est que les gens qui empruntent les sentiers sachent à quoi s'attendre. Ça veut dire que moi, si je pars à l'attelage, je n'irai pas dans un niveau 5. Je vais vous les décrire un petit peu, les niveaux. Ça va être plus facile à comprendre comme ça. Donc, niveau 1. Mais oui. Je vais être obligée de changer mon éclairage pour voir ma feuille. Et voilà. OK. Là, ça va. Je sais que ça éblouit la caméra, là, mais je vais l'enlever tantôt. Donc, un niveau 1, c'est un terrain non accidenté. C'est un sentier qui est large. Surface travaillée mécaniquement. Les pentes ont moins de 5%. Beaucoup de signalisation et de balisage, donc c'est simple. On se retrouve facilement. Il n'y a pas de pont. Il y a des haltes, si on veut, aux 5 km. Puis il y a des inspections là, à toutes les semaines. Ce sentier-là, c'est le sentier principal qui a beaucoup d'usagers. Puis c'est le sentier de monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est notre niveau 1. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, mais ça peut être une section. Donc, niveau 2, c'est un sentier qui est quand même assez large. On dit 3 mètres de large. Peu accidenté, surface aménagée. Fait que là, on commence, là, la surface est un petit peu plus... c'est pas nécessairement là, toujours lisse. On peut avoir un petit peu de pente. La signalisation, c'est encore facile de se retrouver, mais peut-être que notre balisage va être au kilomètre ou au besoin. Donc, on a des ponts qui sont faciles à traverser, donc suffisamment larges, qui ont 2 rambardes, et on a des halles qui sont un petit peu plus loin. C'est un sentier qui est vérifié aussi régulièrement. Ça, on a beaucoup là, des sentiers niveau 2, niveau 3 dans les clubs équestres. Niveau 3, moyen difficile. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les mêmes couleurs que si vous allez dans un centre de ski. En ski de fond, en ski alpin, là, une piste qui est verte, c'est une piste facile. Une piste qui est noire, si on a un niveau de difficulté, moi, je n'irai pas en ski, en tout cas. À cheval, peut-être, mais pas en ski. Donc, à ce moment-là, on a gardé des couleurs standards. Niveau 3, on commence à avoir du terrain variable, sol un petit peu plus accidenté, surface est quand même aménagée. On a des pentes un petit peu plus soutenues. Signalisation un peu moins. Ça veut dire qu'on va être capable de servir d'une carte, intersection principale et secondaire. On peut avoir des ponts. Mais on a encore de la vérification régulièrement. Niveau 4, terrain accidenté, surface naturelle. Donc là, on tombe dans des sentiers qui ne sont pas travaillés par une machine. Donc moi, si je vais dans un sentier niveau 4, je vais avoir des racines dans le sentier. Je vais avoir peut-être une vieille souche. Ils l'ont coupé tant qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu l'enlever.
Peut-être que je vais avoir un peu de roche. Plusieurs montées et descentes. Des intersections, la signalisation encore aux intersections principales. Les ponts peuvent être un petit peu plus étroits. Puis là, les haltes, les relais vont être un petit peu plus loin. C'est des sentiers qui ne sont pas nécessairement accessibles pour l'entretien. Ils sont un petit peu moins accessibles. Fait que souvent, les inspections vont être faites par les usagers qui vont dire, puis là, les gens, ben, que c'est plus au niveau mensuel, à tous les mois qu'on va aller voir plutôt qu'à toutes les semaines. Donc, notre niveau 5, on est en sentier sauvage, montagneux, sol accidenté, sentier sauvage. On peut avoir des bonnes pentes. On a de la signalisation au besoin. Et on peut avoir des traverses de cours d'eau possibles qui n'auraient pas de pont ou des petits ponts. Donc, vérification saisonnière. Fait qu'on n'est pas loin du hors-piste, là. On a un sentier qui a été dégagé, on a coupé des branches, on peut passer. Faut être un cavalier habitué ou vouloir un bon challenge et un cheval qui aime ça, qui a un bon entraînement aussi. Fait que ça donne une idée au niveau des sentiers. Fait que peut-être que votre sentier facile va être votre sentier principal, ça va être seulement sur une section, mais que la majorité de vos sentiers, je vous dirais qu'au niveau des clubs équestres, on est souvent dans le 2, 3, certains secteurs vont dans le 4, là, le sentier un petit peu plus sauvage. Mais en général, puis le 4 et les 5, c'est pas beaucoup accessible à l'attelage. Je dis pas beaucoup là, parce que je sais qu'il y a des gens à l'attelage, qu'il n'y a pas grand-chose qui les arrête, là. Mais j'aime mieux faire attention, mais c'est souvent là, à l'attelage, on va y aller dans le 1, 2 et 3. On continue. Donc, au niveau du balisage que vous allez retrouver dans les livres, dans le guide d'aménagement, donc des balises d'orientation, des panneaux de rappel, puis où qu'on va mettre nos rappels. Des choix de matériaux à utiliser. Est-ce que, donc, les choix de matériaux, bon, il y a au niveau des coûts, on voit le petit tableau. Est-ce que je vais y aller avec en aluminium, en alupanel? C'est un mélange, là. Avec le coroplast, c'est économique, mais ça dure moins longtemps. Mais ça ne se fait pas voler comme l'aluminium. En bois, c'est ça, c'est écrit abordable dans le temps qu'on a fait. Donc, peut-être cette année que ce serait moins abordable. Donc, il faudrait s'adapter. Donc, tout dépend. L'idée, c'est de donner d'avoir une signalisation qui va être homogène sur votre réseau, que les gens se reconnaissent. Et de plus en plus, maintenant, on va avoir des clubs équestres, des réseaux qui vont se rejoindre l'un à l'autre. Fait que ce serait le fun si les gens puissent se reconnaître d'une fois à l'autre. Donc, il faut préparer un plan de signalisation. C'est fou à dire, hein? Ça veut dire qu'il faut aller dans le sentier et puis il faut dire OK, je veux vraiment qu'il passe là. Là, cette place-là, le monsieur, il ne voulait pas qu'on passe chez eux. Il faut vraiment mettre plus de signalisation. Fait que prendre en note à partir de la carte, à partir de nos cellulaires, prendre des photos pour monter notre plan de signalisation. Et puis, gênez-vous pas d'apporter quelqu'un qui ne connaît pas votre sentier pour dire est-ce que quelqu'un de l'extérieur se retrouverait dans votre réseau de sentiers? Parce que quand vous êtes chez vous, tout est facile. Fait que si j'ai de la visite, eux autres, j'ai fait faire une carte. Est-ce qu'avec la carte et ma signalisation, je suis certaine que les gens vont avoir une expérience agréable, donc ils vont se retrouver et qui ne vont pas se retrouver à des endroits que je ne veux pas non plus. Donc, tout ça est expliqué dans le guide, puis c'est important de se préparer. Puis après ça, ben, il faut installer tout ça. Il faut penser à l'hiver, il faut penser à la machinerie qui va entretenir. Donc, on fait attention à tout ça. On continue. On peut, puis on pourrait même, si tu peux, est-ce que tu peux reculer, Perrine, s'il te plaît? Au niveau international, les balises pour l'équitation, c'est des bandes oranges qui sont mises sur les arbres. Donc, si vous allez en Europe, si vous prenez, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de randonnée pédestre, c'est des bandes qui sont une bande blanche, une bande rouge, une bande blanche. VTT, c'est la bande bleue au centre. Donc, les chevaux, c'est la bande orange au centre.
C'est super le fun, les signalisations à l'international, on peut se retrouver partout sur la planète, c'est le fun. On avait une problématique avec ça au Québec, quand on a voulu installer ça, c'est que les arbres qui sont marqués d'une bande orange, souvent au Québec, c'est les arbres qui sont à être coupés sur un terrain. Donc, si vous faites venir un aménagiste qui va faire l'aménagement de votre forêt, il va marquer les arbres à couper d'une bande orange. Donc, pas beaucoup pratique. Et la signalisation qui est marquée sur les arbres, en plus, l'inconvénient que si l'arbre tombe, vous perdez votre signalisation. Donc, on conseillait de mettre, c'est ça, support de bois, support de métal, que c'est plus durable que nos bandes à l'international. On l'a pensé, on l'a fait des tests. Lors d'un week-end du randonneur, on avait fait des tests dans une section avec les bandes oranges, puis c'est vraiment ce qui est ressorti, là. Puis les petits rubans, là, les rubans des chasseurs, les rubans marqués les sentiers, c'est bon à être utilisé pour marquer notre sentier avant l'aménagement. Une fois qu'il est installé, on va mettre des balises standards parce que c'est des plastiques qui viennent qu'à sécher puis qui cassent, qui se retrouvent dans la nature. Donc, on fait de la pollution, on crée de la pollution. Puis tout le monde peut passer, partir avec votre petit ruban ou en mettre d'une autre couleur, puis tout le monde va être mêlé. On peut continuer. Donc, au niveau de la signalisation et du balisage, là, je ne vous ai pas présenté tous les pictogrammes qu'on a créés. Puis, avec les années, apparemment qu'on en a quelques d'autres à inventer parce qu'il y en a qui n'existent pas, il y en a qui se sont trouvés et qui ont fait de l'aménagement de sentiers dans des situations particulières. Et puis, il y a d'autres pictogrammes qui vont être faits. Vous pouvez les commander à Cheval Québec. Un formulaire à remplir. Vous en voyez plusieurs ici, là. Donc, formulaire à remplir. Et ce qui va vous être envoyé, ce n'est pas les panneaux tout faits. Donc, c'est pour envoyer à votre imprimeur. Parce que des fois, on l'avait pensé quand on a monté le projet qu'on pourrait se créer un inventaire, on pourrait avoir un fournisseur qu'on fait des commandes 3-4 fois par année. Donc, tous les clubs qui ont des commandes, on les fait pour avoir un prix du gros. Ça n'a pas fonctionné parce que, premièrement, les bureaux de Cheval Québec, on n'a pas de place pour d'entreposer des panneaux à vendre. Ce n'est pas un magasin. Et aussi parce que c'est souvent une source de commandite. Donc, vous trouvez un imprimeur qui va vous le faire, vous trouvez une compagnie. Donc, c'est une bonne relation avec le milieu. Donc, vous allez souvent encore plus d'argent s'ils sont commandités. Et les panneaux, votre imprimeur, en plus, va être capable, un coup qu'il va avoir le standard, les mesures et tout, il va pouvoir ajouter le logo du club si vous avez besoin. Donc, c'est ce côté-là qu'on vous laisse. Mais vous pouvez commander les standards. C'est, là, je vois mode de paiement. J'avais l'impression que c'était gratuit. En fait, il y a un frais de 25 $ pour la préparation de commandes, etc. C'est des frais d'administration. OK. Et peu importe le nombre de visuels que vous voulez, c'est un seul frais. Donc, vous pouvez faire la commande une fois que vous l'avez, vous faites la commande une fois, puis vous pouvez les réutiliser. Vous conservez votre visuel que vous pouvez renvoyer autant de fois que vous voulez à votre imprimeur. Parfait. Merci pour l'éclaircissement. Donc, on continue. Donc, c'est beau, là, au niveau du guide, on a mis une section aussi, c'est beau l'aménagement, puis tout ça, de notre sentier. Une partie entretien, parce que vous le savez, au niveau des clubs équestres, souvent, il y a tellement d'entretien à faire qu'on n'a plus le temps de faire de développement. Donc, la planification de l'entretien. Puis, il y a plusieurs clubs qui sont déjà super bien organisés. Là. Il y a les corvées à telle date au printemps ou aussitôt, tout le monde s'appelle, on fait une corvée de printemps, une corvée, ça arrive souvent, là, un coup de verglas, que c'est pas long, que c'est dégagé. Donc, planification de l'entretien. Il faut régulièrement là, faire du retrait des jeunes pousses, puis faire de l'élagage parce que cette année, on n'a pas eu de glace, là, mais quand on a des hivers avec de la glace, les arbres plient durant l'hiver. On se retrouve au printemps avec des arbres qui ne se sont pas relevés. Dommages causés par l'érosion. Là, on voit les secteurs qui sont plus utilisés. Donc, il faut planifier. Il faut faire des inspections, planifier les travaux, aviser les gens qu'il va y avoir des travaux. Cueillette de déchets. J'ai vu des secteurs dans des clubs équestres, là,
Il y a des clubs équestres qui ont systématiquement là, des bacs que les gens peuvent mettre leurs déchets. Puis là, le premier que j'ai vu, j'ai fait, ben voyons, c'est compliqué, mais quand ils font l'inspection des sentiers, c'est vidé. Puis on s'est rendu compte, à force d'utiliser ces sentiers-là, qu'effectivement, qu'il y a du monde qui part en randonnée avec leur café, que c'est pas long, qu'ils sont prêts avec leur cup à café ou n'importe quoi qu'ils boivent. Puis donc, c'est bon d'avoir, ça incite les gens à ramasser. Planification de l'entretien, est-ce que votre entretien va demander une fermeture temporaire d'un secteur? Si vous avez un ponceau à passer, peut-être que ça va être nécessaire d'aviser les gens, de faire une fermeture parce que s'il y a un attelage qui arrive, vous avez une pelle mécanique dans le sentier parce que vous installez un ponceau. Ça peut être désagréable comme rencontre. Formation des bénévoles. Donc, comme je disais, il y a des gens qui ont le cœur super grand, qui veulent venir vous aider. Mais votre équipe le matin, bon, c'est qui est là? Parce que vous le savez, hein? Tout le monde veut être là. Le matin même, tout d'un coup, vous êtes 4 au lieu d'être 12. Donc, de savoir qui est là. Puis, selon les capacités de tout le monde, des fois, les gens ne seront pas à l'aise à faire traverser. Ils ne conduisent pas une pelle mécanique. Si mécanique, enlever des branches, ils sont capables. Fait que c'est des choses, on y va selon ce qu'on est capable de faire. Puis, il faut se mettre des objectifs réalistes. Hein. On ne travaillera pas sur 15 km de sentier dans la même journée. Une bouchée à la fois. Surveillance des travaux. Hein, si on a nommé des groupes qui faisaient partir dans une telle direction, faites tel secteur pour couper les branches, nous on fait tel autre secteur, il faut que quelqu'un aille superviser, voir qu'est-ce qu'il y en est. Et on a une section dans le manuel, l'entretien des sentiers d'hiver, puis il n'y a pas grand-chose finalement parce que c'est vraiment du cas par cas. On le sait que dans les clubs équestres, je vous dirais que dans le livre, l'entretien des sentiers d'hiver, et ce serait probablement un chapitre à développer parce que là, je pense que c'est 3 paragraphes, que l'entretien des sentiers d'hiver, ça dit que ça pourrait être fait avec de la machinerie, ça peut être avec des motoneiges, des VTT, des surfaceuses. Donc, c'est pas beaucoup développé parce qu'on ne voulait pas rentrer dans l'entretien de la machinerie, puis, mais c'est des choses là, qui seraient, ce serait un chapitre. S'il y a des demandes, c'est sûrement là, que les demandes pourraient être faites à Cheval Québec, puis on pourrait aller plus loin sur l'entretien des sentiers l'hiver. Puis quand on a fait la rencontre des clubs équestres Périne, on avait vu qu'il y avait future rencontre qu'on pourrait le mettre comme sujet, l'entretien des sentiers d'hiver, faire une discussion, puis on pourrait mettre un ajout à partir de là, des bons coups de chacun. C'était dans les demandes qu'on avait eues là, au niveau des clubs équestres. Oui. Donc, continuons. Sécurité des usagers, c'est des questions qu'on se demande souvent. Donc, patrouilleur, pas de patrouilleur, les assurances responsabilité civile, on en parle dans le livre. Vous en avez entendu parler au niveau des clubs équestres, au niveau des gestionnaires de sentiers. Donc, c'est quoi vos responsabilités quand vous élaborez un sentier? Puis souvent, on va dire, c'est comme je le disais là, tantôt pour une traverse de rue ou que si vous traversez, vous êtes toute seule à traverser, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre cheval, vous avez le droit de traverser une rue. Mais si vous mettez des panneaux, c'est votre sentier qui traverse la rue, là, ça prend des autorisations. C'est votre responsabilité d'aviser les gens. Surveillance dans les sentiers. Donc, est-ce que vous avez une équipe de patrouilleurs? C'est quoi qu'ils peuvent faire? Est-ce que vous travaillez avec la sécurité publique de votre municipalité? Tout ça, il y a des indices, des pistes de solutions dans le guide selon ce qui se fait déjà. Intervention d'urgence et plan d'évacuation. Ça, c'est super intéressant. Donc, on en parle un peu dans le livre, des trucs qui peuvent être faits. Donc, aussi simple qu'à chaque fois que les cavaliers croisent un chemin public, une rue, d'écrire c'est quelle rue. Vous traversez telle rue entre telle adresse et telle adresse. Donc, s'il y a quoi que ce soit, que vous avez appelé quelqu'un, c'est plus facile de se repérer. Il y en a que c'est fait conjointement avec la carte des sentiers. Sur la carte des sentiers, il y a des plans, il y a des numéros spécifiques d'urgence. Donc, vous êtes capable de dire, moi, je suis au point numéro 4 et j'ai besoin d'une remorque parce que
ma sangle cassée, ça ne me tente pas de monter à cru, ou qu'il y a quelqu'un de blessé, ou on voit toujours des grosses catastrophes, là, mais pas nécessairement des cas, les plans d'évacuation. Je me suis rendue trop loin, puis il commence à faire noir. Et finalement, je me suis ambitionnée, comme on dit. Il faisait beau, ça allait bien, le soleil se met à tomber, puis je ne sais plus trop dans quel secteur que je suis, puis je ne suis pas à l'aise de prendre la rue, fait que d'être capable d'appeler quelqu'un. On a une petite section sur la cohabitation entre usagers. Au moment, puis les choses bougent tellement vite dans le milieu, là, au moment qu'on a fait le guide, il n'y avait pas les mêmes enjeux qu'actuellement. Puis ça va avec sentier à usage multiple. Fait que ce sera un autre chapitre à développer, puis probablement qu'il va se développer dans les prochaines années, parce que la problématique est de plus en plus forte. Vous êtes tous au courant que tout le monde, dans ce temps-ci, veut aller jouer dehors. Ils voient un sentier, puis on y va. Hein? Mascouche ont vu quelqu'un qui est rentré dans un sentier avec une voiture. Il voulait se stationner là pour aller marcher avec sa petite famille. L'auto est resté pris. Donc, aussi simple que ça, puis les gens se disent, il y a un sentier, j'ai le droit d'y aller. Fait qu'ils pensent que parce qu'il y a un sentier, qu'il y a des balises, que ça appartient à tout le monde, mais vous savez bien que c'est des droits de passage que vous avez demandés spécifiques à votre activité. Donc, cohabitation entre les usagers, Cheval Québec, le sectoriel sentier, on amène des pistes de solutions, puis les municipalités aussi travaillent là-dessus, là, on a beaucoup d'éducation à faire, autant du point de vue des cavaliers que du point de vue des autres usagers. Fait que c'est des deux côtés, là, quand les cavaliers croisent quelqu'un dans un sentier, puis qu'ils croisent un VTT, puis que ça se met à crier après les gens parce que c'est un sentier de chevaux, mais peut-être c'est le propriétaire du terrain. Donc, il a le droit d'être chez eux. Et la même chose que la personne à pied a décidé qu'elle allait faire un tour là ou en vélo. Ce qui te fait, on n'en croise pas encore, là, on n'a pas encore de sentier partagé. Ce serait conseillé, si on avait ski de fond et chevaux dans le même sentier, d'avoir une piste qui serait séparée. Ce serait plus facile. Donc, on sait que les gens, pour avoir des gens qui pratiquent l'équitation, c'est rapprocher des villes, puis les citadins veulent se rapprocher de la campagne. Donc, beaucoup de travail qui est à faire là, dans les prochains mois, parce qu'il faut agir rapidement là, si on ne veut pas perdre l'usage de nos sentiers, parce qu'il y a des grosses frictions là, au niveau des villes. Puis souvent, quand les gens ne connaissent pas les solutions faciles, c'est qu'on ferme tout, puis on ne veut pas que ça arrive. Sentier à usage multiple, c'est en développement, ça aussi. Fait que c'est des choses qui vont être à développer parce que à un moment donné, il y a plein de monde qui joue dehors, puis on ne peut pas faire un sentier de chaque affaire. Entre autres, on peut prendre un simple exemple que la traverse d'une rivière, d'une petite rivière, qu'on aura un pont à faire. Bien, on ne va pas faire un pont pour le vélo, pour le ski de fond, pour la raquette, pour le marcheur, pour le fat bike, le gravel bike. Là, il y en a plein de sortes de bicycles qui se promènent dans les trails. Fait que ça ferait beaucoup de ponts sur la pauvre petite rivière. Fait qu'on aurait probablement une infrastructure partagée, puis ce serait correct comme ça, avec une bonne signalisation. Après, chacun reprend son sentier, parce que c'est beau les sentiers partagés, mais je suis comme vous autres, là, je suis un usager. J'aime ça avoir des secteurs qui sont juste pour les chevaux. Là. On peut continuer. Dans le guide, on se retrouve aussi avec des annexes. Donc, ces annexes-là sont des compléments d'informations. Donc, une entente concernant les droits de passage. Ça, elle fait part, cette entente-là. Là. L'entente a été développée par la firme conseil d'avocats qui travaille avec le regroupement Loisirs Québec. Donc, vous le voyez, là, ça a 5 pages. Donc, il y a puis j'en ai vu des ententes de droits de passage des clubs équestres, c'est une feuille. Puis là, vous le savez, vous connaissez les gens sur le terrain. Est-ce que cette personne-là, si j'arrive avec un document écrit par un avocat en termes d'avocat, est-ce qu'il va me virer de bord ou pas? Donc, c'est à vous. C'est des indices. À partir de ce qui est écrit, vous pouvez bâtir votre propre entente de droit de passage. Une chose qui est importante au niveau, parce que les annexes, c'est des paperasses, mais j'en profite pour vous dire, les ententes de droit de passage, mettez-les en lieu sûr. Ça veut dire dans un ordinateur. Vous le savez qu'il y a beaucoup de changements au niveau des clubs équestres et les ententes de droit
droits de passage peuvent être sauvegardés sur un nuage, donc sur un cloud, un endroit de sauvegarde virtuel, ou à Cheval Québec. Cheval Québec peut sauvegarder tout ça. Dans les clubs équestres, on a déjà vu des chicanes. Ben oui, ça arrive, hein? Et tout le conseil d'administration d'un club équestre a disparu parce que ça ne marchait pas. C'est d'autres qui ont ramassé puis sont partis avec tous les droits de passage, tous les règlements généraux, puis il n'y avait pas de trace nulle part. Donc, on ne veut pas que ça arrive, hein? On ne veut pas que ça arrive, des chicanes, mais prenez le temps, c'est des papiers importants, de mettre ça en lieu sûr. Les autres annexes, qu'est-ce qu'on a? Donc, papier des assurances. Donc, ce papier-là, c'est un exemple. Hein, vous le savez, en étant affilié à Cheval Québec en tant que club, vous allez recevoir le papier parce qu'il y a des adaptations à tous les ans avec la liste de vos propriétaires. Vous le savez maintenant. Là, Et le registre des bénévoles. Le registre des bénévoles, ce qui est intéressant, ça a l'air étrange, hein? Un registre des bénévoles, pourquoi que je garderais ça? Hein, que M. Tremblay a travaillé 50 heures dans mes sentiers cette année, puis que j'ai eu 5 personnes qui sont venues la journée des sentiers, début juin, puis qu'on a travaillé dans les sentiers, puis qu'ils ont fait, à l'E 5, on a fait 28 heures de travail dans la même journée. Ça va vous servir parce qu'un jour, si vous faites une demande de subvention, ces heures-là peuvent être comptabilisées. Donc, les heures que les gens vous donnent bénévolement, on peut les compter et que si vous faites une subvention, puis que la subvention fournit 50% en argent, bien, les heures que vos bénévoles vont compter vont être comptabilisées, supposons, à 15 de l'heure. Ces gens-là auraient dû être payés, mais ils sont gentils, ils n'ont pas été payés. Donc, ça va vous aider dans votre financement. Et du coup, c'est aussi sur le fait qu'on ait les deux annexes l'une à côté de l'autre, dans le sens où pour un club équestre, le fait de tenir ces registre des bénévoles l'assure aussi de bien protéger également ces bénévoles qui sont sur le terrain. Effectivement, on parlait de formation des bénévoles, mais il faut savoir, c'est ça, qui était là à quel moment, si jamais il arrive un incident, pour que les assurances puissent être là pour vous accompagner. On continue. Donc, le super abri qu'on a vu, la halte qu'on a vu tantôt, Pégase Sentiers Équestres ont été assez gentils pour nous donner le plan. Donc, si jamais ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, le plan complet est dans le guide et vous pouvez l'adapter, c'est certain, là, selon vos besoins. Fait que c'est intéressant, c'est des bonnes idées. Donc, après ça, plan de sécurité et pour l'entretien bénévole. Donc, c'est un petit guide de formation des bénévoles. Donc, des étapes, ça se rapporte à la CNESST, bien sûr. Donc, les normes, les choses, quel équipement ils devraient porter, qu'est-ce que vous devriez leur donner comme formation. Donc, c'est intéressant à savoir, là, une petite formation maison que vous pouvez faire à vos bénévoles avant qu'ils partent. Donc, code d'éthique du cavalier randonneur. C'est le code d'éthique général qui est dans le manuel d'équitation de plein air. Et la plupart des clubs ont aussi un code d'éthique dans leur sentier. Il y a des choses qui peuvent être permises par un et pas par l'autre. Je reviens. Désolée. Donc, code d'éthique, là, c'est les bonnes pratiques. Quand on lit, c'est souvent du gros bon sens, mais finalement, le gros bon sens, ça a l'air qu'il faut le rappeler quand même régulièrement. Fait qu'il faut faire attention. Il y a des clubs équestres aussi simples que la gestion des chiens dans les sentiers. Là, il y a des clubs équestres qui les acceptent, d'autres qui ne les acceptent pas. En laisse, pas en laisse. Pas le droit de laisser un aire de stationnement. Tu n'as pas le droit de laisser ton chien attaché là. Il y a des chiens qui vont japper toute la journée. Il y en a qui sont très sages. Donc, aussi simple que la gestion des chiens, là, ça rentre là-dedans. Puis, fait que c'est un bon indice. Et voilà. Ben oui, on a fait le tour. Et oui. Merci beaucoup, Nathalie. Bienvenue. Je vois qu'il y a quelques questions. Oui, on a quelques questions. Si parmi les participants de ce soir, il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil de questions-réponses.
pour alimenter un petit peu les discussions. Si tu veux, pour commencer, je vais commencer avec non pas une question, mais un commentaire qui est positif, qui nous dit très intéressant, même pour quelqu'un qui a déjà aménagé ses propres sentiers. Donc, merci. Ensuite, on va enchaîner avec des questions qu'on a reçues. Donc, il y en a quelques-unes qui sont rentrées pendant la présentation. Je me suis permis d'y répondre parce que c'était des petites questions techniques dont je pouvais répondre directement. Alors, par contre, il y a des questions un peu plus techniques. On nous demandait en début de présentation, tu sais, au moment de la préparation sur quel sentier on voulait développer, à quel endroit est-ce qu'on peut avoir les cartes avec les numéros de lot? Ah, ben oui, j'ai fait ça dernièrement, moi. C'est sur le site du gouvernement. Donc, je pourrais envoyer à Perrine je ne l'ai pas devant moi, sinon je pourrais le mettre dans la discussion. Donc, il y a un site interactif du gouvernement qui est gratuit. Donc, à ce moment-là, vous grossissez la zone où vous voulez, puis les numéros de lot vont apparaître. C'est la procédure. Donc là, tu te retrouves avec tous tes numéros de lot. Ben, tu ne sais pas c'était qui. Hein? Fait que là, tu prends tes numéros de lot et tu vas sur le rôle d'évaluation de la municipalité. Là, tu peux entrer ton numéro de lot et là, il va te donner nom du propriétaire et son adresse. Donc, on n'a pas de téléphone, mais on a quand même déjà une façon de contacter la personne. Et ces sites-là, des rôles d'évaluation des municipalités, la plupart, on peut sortir seulement 10, on peut faire 10 recherches, 10 à 15 recherches par jour. Donc, si vous êtes en train de développer un grand réseau de sentiers, prévoyez quelques jours. Sinon, ça va vous prendre des autorisations de la municipalité qui va vous donner un code spécifique. Mais je me prends une note pour pouvoir envoyer à Perrine. Perrine, est-ce que tu vas pouvoir l'envoyer à d'autres, le lien? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mon adresse courriel dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas. Et puis, n'hésitez pas à doubler vos questions comme ceci pour que je puisse vous les envoyer. Ou sinon, je peux le sortir rapidement. Là, je m'en suis servi dernièrement chez Yahoo. Si vous avez 2 minutes, je vous le sors. Je vous trouve ça. Je vais pouvoir vous le copier là, dans le chat. Dans le chat. Hop. Ça s'en vient. Oui, mon document s'ouvre. On a quelqu'un qui intervient aussi en disant qu'il est possible d'aller se renseigner directement auprès de la ville. Oui, pour certaines personnes, la ville va collaborer aussi, puis ils peuvent donner une carte déjà avec tous les numéros de lot. Donc, ça dépend si vous voulez le faire de votre salon ou si vous voulez sortir. Oui, oui. Effectivement. Moi, je vais vous donner le lien qui est à partir de chez vous, justement. Pendant que tu cherches, on a Madame Lheureux qui nous dit qu'elle avait consulté le document avant la présentation et puis que c'était très intéressant. Elle remercie pour le monde du cheval en sentier. Oh, c'est très gentil. Donc, j'ai trouvé ça. Je vous mets ça dans discussion. Discussion dans question-réponse, où c'est mieux? Dans le chat, ça va être vu par tout le monde. Il faut bien que ce soit all panelists and attendees. Donc, à tous les panélistes. Non. Oui. Il faut qu'il y ait aussi les participants. Là, tu me l'as envoyé qu'à moi. Ah, ben oui. Sinon... Sinon, mets-le. Je te laisse le mettre. Si j'y arrive, en tout cas. Je vais le remettre. Oui. Panélistes et participants, et voilà.
Voilà, merci. On va passer à la prochaine question. On a Eric qui nous posait la question, à savoir, c'est quoi la longueur moyenne d'une boucle dans les sentiers? Est-ce que c'est 5, c'est 10, c'est 15 km? Donc, on calcule en moyenne quand on fait de la randonnée. Souvent, on est principalement au pas. Donc, on avancerait à peu près autour de 5 km/h. Donc, si on ajoute un peu de trot et de galop, souvent une boucle va être une dizaine de kilomètres. Donc, une dizaine de kilomètres, quelqu'un qui est au pas, ça prendrait 2 heures. Puis, quelqu'un qui bouge un peu plus là, peut le faire en 1h30, 1h15. Donc, à partir de 5 km, ça commence à être intéressant parce que c'est une sortie au moins d'1 heure là, pour quelqu'un qui marche. On nous pose une question par rapport au règlement de sécurité pour les randonneurs. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Par exemple, celui fait par le CREM en collaboration avec Québec à cheval à l'époque. Règlement de sécurité, effectivement, qui est... je cherche dans ma tête, là, effectivement, on n'en a pas parlé, c'est quelque chose qui serait manquant dans le guide au niveau de la sécurité. Et que c'est un document qui est accessible. Il est sur le site Internet de Cheval Québec, je crois. Je vais en profiter pour répondre à une deuxième question. On nous redemande où est-ce que le document est placé. Donc, ce que je vais faire, je vais profiter de ces deux questions pour vous partager mon écran sur le site Internet de Cheval Québec. On va prendre 30 secondes ensemble pour revisiter où sont les différents documents. Comme ça, vous allez être autonome de votre côté pour aller les rechercher parce qu'ils sont tous accessibles. Donc, je vous partage mon écran. Ici, on voit le site Internet de Cheval Québec. Pour ce qui est du guide d'aménagement des sentiers, en haut, vous avez tous les onglets de Cheval Québec. Puis dans l'onglet randonnée, vous avez aménagement des sentiers équestres. Quand vous cliquez ici, ça vous ouvre la page qui parle spécifiquement du guide d'aménagement que vous pouvez télécharger en cliquant ici. Et également, on a parlé tout à l'heure du balisage pour avoir les visuels pour les balises. Si vous voulez mettre des balises dans vos sentiers, vous pouvez retrouver le formulaire en cliquant juste ici. Donc ça, c'est accessible par l'onglet randonnée, aménagement des sentiers équestres. En termes de règlement de sécurité, c'est accessible également dans l'onglet randonnée. Donc ici, vous avez le règlement de sécurité de l'équitation de plein air de manière générale et également le règlement de sécurité routière à cheval qui a été développé en partenariat avec Transport Québec, si je ne dis pas de bêtises, Nathalie. Oui. Donc ça, c'est accessible en tout temps pour tout le monde. Vous avez en fait l'intégralité des règlements de sécurité qui se retrouvent également en bas de page du site internet de Cheval Québec, où ici, vous avez les codes d'éthique du cavalier, le code de pratique des équités, etc. Donc, vous avez quand même beaucoup d'informations. Je vous invite à passer une soirée à vous balader sur le site internet de Cheval Québec. Merci. Alors, donc ça, c'est bon. Sylvie Martel nous dit via Cheval Québec, mais seulement imprimable. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais je pense que... Ok, donc Michel a mieux compris où est-ce qu'elle a trouvé les documents. Pour la sécurité routière. Oui, alors ça c'est vrai. On m'a demandé récemment savoir si Cheval Québec pouvait fournir au club équestre les dépliants sur la sécurité routière. Alors malheureusement, il nous en reste plus qu'en anglais. La question a été posée à savoir si on allait en réimprimer sous peu pour pouvoir vous les envoyer, mais la réponse est qu'il doit être révisé en 2021. Donc ça, c'est sur la planche à dessin du comité sectoriel Sentier, normalement. Et une fois qu'il sera tout beau, tout neuf, on va pouvoir en réimprimer puis vous les envoyer, notamment pour diffusion dans les écuries à proximité de chez vous. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça va prendre juste un petit délai, mais en attendant, vous l'avez en version numérique accessible à tout moment. Donc c'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions, messieurs, dames? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous aviez des projets, si jamais
vous aviez des questions, si jamais il y avait quoi que ce soit par rapport au développement de sentiers, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si vous avez des projets de plus ou moins grande envergure, on est là aussi pour ça. Et ça nous fera toujours plaisir de vous aider, vous accompagner là-dedans. C'est sûr que c'est vous qui êtes dans les sentiers, puis qui transpirez, etc. Mais si on peut vous aider en quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Vous avez mes coordonnées dans le chat. Et puis, on a des experts comme Nathalie qui travaillent avec nous. Donc, merci tout le monde pour votre présence ce soir. Et puis, je vous souhaite un beau travail de printemps dans vos sentiers parce que c'est le temps sous peu de faire le grand nettoyage de printemps. Et profitez-en. Merci tout le monde. Bonne soirée, au revoir.